qui est le système russe. Donald Trump joue les élections de mi-mandat dans 18 mois. Qu'est-ce que je raconte? Dans 1 an et demi à peine. À peine. Vous voyez? Ils n'ont pas le même rapport au temps. Et donc, Vladimir Poutine gagne du temps parce que pendant ce temps-là, son armée avance. Donc, il maximise son avantage. Et Donald Trump veut se débarrasser du bâton merdeux. Ce en quoi il a tout à fait raison. Mais il se heurte à la fois à une intransigeance russe qui est peut-être pas excusable, mais qui est logique. Je suis ravie de vous retrouver. Décidément, les Merci. semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Bah oui. Nous avons encore beaucoup de choses à débattre. Je ne peux pas m'empêcher de commencer par la désormais célèbre gifle ou chamaillerie qu'on a vue au Vietnam entre Brigitte et Emmanuel. Alors, est-ce que c'est une ingérence russe? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, vous voulez dire qu'en fait c'était une main en plastique gonflé et que Poutine était derrière? Oh, il est partout cet homme, il a tous les talents. Mais le manque d'éducation de grands bourgeois de province, décadents, commence un peu à se voir. Parce que, alors, on va être très clair. Emmanuel Macron était en voyage officiel, un voyage officiel qu'il avait toutes les raisons de faire. C'est-à-dire que pour une fois, il était parti pour faire quelque chose d'intelligent. Pour une fois. Pourquoi? Parce que le cœur battant du monde, c'est le Pacifique. La France a une chance, c'est contrairement aux autres pays européens, elle y est, et elle y est chez elle. Et donc la France doit avoir une stratégie, j'ai horreur à titre personnel du terme Indo-Pacifique, pour moi c'est un mot qui n'a pas de sens. Pour moi il faut avoir une stratégie de l'océan Indien et une stratégie pacifique, qui peuvent se recouper mais qui ne sont pas un seul et même plan d'état-major. Vous n'êtes pas face au même peuple, vous n'êtes pas face aux mêmes pesanteurs historiques, vous n'êtes pas face aux mêmes puissances. Ou vous ne l'êtes que partiellement. Donc à un moment, il faut arrêter d'amalgamer des choses comme dans le... Si vous voulez, ça n'avait une utilité que dans l'ancienne cartographie coloniale. D'accord? Parce que c'était des terres qu'on explorait. Maintenant qu'elles sont explorées, on essaye quand même d'avoir des plans intelligents, surtout que la France, il y a de puissants alliés, ce que peut être le Vietnam, ce qu'est l'Indonésie par exemple, et nous avons tout intérêt à avoir les yeux rivés sur ce cœur battant du monde. Le Vietnam est un pays qui nous connaît bien. C'est devenu une grande puissance, remarquable, absolument remarquable, et nous avons tout intérêt à retisser des liens. Bon, Emmanuel Macron a commencé par une politique mémorielle idiote, c'est-à-dire qu'il est arrivé, au lieu de rendre hommage au symbole qu'est Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, ce sont deux grands hommes des deux côtés qui s'affrontent pour une incompréhension qui nous a coûté très cher. Et de rendre hommage aux deux hommes qui auraient dû les réconcilier, un, s'il n'avait pas été assassiné, qui est le maréchal Leclerc, et l'autre, qui est l'immense général Giap. Il a rendu hommage à Ho Chi Minh, personnage éminemment respectable, mais qui appartient à l'aspect douloureux de la mémoire des Vietnamiens eux-mêmes. Donc c'est à eux d'en parler, pas à nous. Donc bon, Emmanuel Macron ne sait pas, je pense qu'il l'a fait par pure inculture, et à nos amis vietnamiens, je vous dis, voilà, il n'a vraiment pas voulu vous blesser. Je pense qu'il l'a fait par pure inculture, parce qu'il n'a pas bien fait son travail, et nous en excusons. Par contre, de faire passer au second plan cette visite extrêmement importante d'un grand État qui est aujourd'hui une des puissances de l'Asie, donc le continent où le monde va vivre, puisque la transition avec l'Occident est en train de se faire, d'ailleurs ce qui n'est pas une transition effacement, qui est une transition, c'est-à-dire c'est un nouveau pôle qui émerge. Coup de bol, on y a des amis. Tout était fait pour que ça se passe bien. Et non, il fallait qu'il joue avec maman, qu'il ne soit pas capable de soudre des torgnoles tant que le tarmac n'était pas ouvert. Non, 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 non.
Et bien sûr, l'image, alors évidemment ensuite, c'est la faute des Russes, donc c'est c'est la faute des Russes étant mon chien a mangé mon cartable, donc vous avez un corps au pied, vous avez machin, c'est la faute à Poutine, tout va bien. Et oui, c'est une création par intelligence artificielle. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas une intelligence artificielle, c'est une connerie naturelle, qui est infiniment plus dangereuse. Et donc, alors en plus, bon, Brigitte Macron, de toute évidence, sans vouloir la ramener sur un sujet douloureux, malheureusement, je pense qu'elle est de moins en moins, comment dire, présentable à l'étranger, parce qu'elle a j'espère qu'elle n'est pas malade, vu qu'elle a une sorte de vieillissement accéléré, que vous avez peut-être, qui de disgracieuse la rend gênante maintenant. Donc, parce que je vous rappelle que quand nous avons présenté Emmanuel Macron au monde, tout le monde disait il était avec maman, maintenant il est avec grand-mère, ça commence un peu à bien faire. Donc je ne juge pas, je dis juste qu'il est chef d'État. Alors certes, il a le mental non pas d'un chef d'État mais d'un chef de bande, et il n'y a plus d'État. Mais c'est pas pour rien qu'on ne peut pas sauver quelques apparences, surtout dans des pays qui sont très à cheval sur l'étiquette et sur le respect. Ce qui est leur droit, c'est leur terre. Donc il fallait, comme toujours, que cette petite bourgeoisie de province décadente, au lieu, si vous voulez, vous leur montrer encore, ou vous leur montrer, au Cambodge, ou vous leur montrer le génie de l'industrialisation vietnamienne, ou le courage des soldats vietnamiens qui ont quand même affronté deux des plus grandes armées du monde en l'espace de 20 ans, eh bien non, il faut qu'ils tirent la couverture à eux. Ce sont des ramenards, je vous le disais la dernière fois, il faut qu'ils la ramènent. Et donc là, alors elle lui a collé une torgnole. Bon, résultat, comme vous avez dans la minute sur Internet, vous avez eu la nouvelle couverture du prochain Gérard de Villiers, la torgnole à Hanoï. Non mais, est-ce qu'on se rend compte que Emmanuel Macron est devenu un même vivant, qu'il n'y a plus de Sherpa? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de conseiller diplomatique qui s'interpose. C'est-à-dire que ceux qui se sont interposés, c'est le personnel navigant, dont une pauvretesse, ça se voit qu'elle est... C'est elle qu'à un moment, le steward repousse pour pas qu'elle s'en prenne une. La pauvre, elle doit être en état de choc. Je rappelle, elle n'a pas de statut. Il n'y a pas de première dame en France. Elle a un cabinet qui coûte du pognon, on ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a des liens avec LVMH qui commencent à poser problème. Donc, à un moment, stop. Elle n'a pas de cabinet, elle n'a pas à en avoir. C'est Bernadette Chirac qui a toujours fait compte commun avec l'État. Non, pardonnez-moi. Elle n'a fait que continuer la tradition inaugurée par Daniel Mitterrand, qui est une tradition indue. Yvonne de Gaulle n'avait pas de cabinet, et pourtant, elle était une femme, pardonnez-moi, d'une autre stature que toutes celles qui ont suivi. Or, il n'y a pas de première dame en France. Qu'elle soit dans les voyages officiels, je ne vois pas de quel droit, qu'elle l'ouvre ou qu'elle se comporte mal, stop. À un moment, ou alors on les enferme tous les deux à l'Élysée pendant le temps qu'il reste. De toute façon, on risque pas grand-chose, donc c'est pas comme s'ils allaient faire des petits. Donc tout va bien, mais à un moment, stop. À un moment, stop. Est-ce qu'on se rend compte, particulièrement dans ces pays-là, où l'étiquette est quelque chose d'important, sont des pays raffinés, et qui attendent de nous, et qui savent qu'en plus que nous en sommes capables, d'un extrême raffinement, ce qui est d'ailleurs ce qui leur plaît chez nous. Donc à un moment, il faut qu'il arrête, quand il est à l'étranger, soit il n'y va pas, soit il envoie quelqu'un de digne. Alors il est vrai qu'il ne peut pas envoyer Stanley Lebègue, qui est son ministre des Affaires étranges, très étrange. Soit il envoie quelqu'un qui connaît le sujet, soit il n'y va pas, soit il essaye, pour une fois, de ne pas être un chef de bande en cours de récré. Mais c'est dur, c'est dur de grandir. Oui, et puis c'est vrai que tout n'est pas de la faute de Brigitte, même si elle a fait fort. Cette fois-ci, quand il est seul également, il peut y avoir quelques problèmes. On a vu par exemple la scène du mouchoir. Et on a vu aussi l'attrapage de doigts avec Erdogan. C'est un moment, stop. Prenons ces deux cas-là. Alors, le problème d'Emmanuel Macron, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il est capable
à lui seul, c'est quand même l'un des seuls êtres que j'ai vu, et pourtant j'ai été enseignant, qui est capable de faire des conneries en groupe tout seul dans son coin. Il y a un aspect de dédoublement de personnalité chez le personnage, on se demande parfois si pour faire des conneries, ils ne sont pas plusieurs. Or, prenez le cas d'Erdogan. À un moment, les codes de la diplomatie doivent être respectés. C'est-à-dire qu'on doit avoir une présence vis-à-vis d'un chef d'État étranger respectueuse. On ne lui fait pas de câlin, on ne lui tape pas dans le dos. Ces habitudes régressives qui ont été, en réalité, qui sont prises par la diplomatie américaine depuis au minimum Bill Clinton, ont été copiées par tous les clodos un peu partout. Or, des chefs d'État, ce n'est pas fait pour se faire des câlins. D'accord ? C'est fait pour se faire une poignée de main distanciée, parce qu'un État, ça n'a pas d'amis. Et un chef d'État, ça n'en a pas plus. L'autre cas, l'affaire du mouchoir. Il est quand même dingue que 3 êtres qui n'existent que par leur force de communication, ce qui était le cas de M. Macron, de M. Stiermer, et du 3e larron, c'était lequel, rappelez-moi? C'était Merz. Bon. Avant tout, ces êtres sont des bulles de com, des bulles de savon. Il est quand même étonnant qu'il n'y en ait pas un. Alors, soit ils ont voulu piéger les alternatifs en faisant une mise en scène ridicule, soit ça n'a pas été préparé, c'est de l'amateurisme. De 2 choses l'une. Moi, à titre personnel, je n'ai pas commenté cette affaire, sauf pour dire, putain, on en est là. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez, ils veulent tellement capter notre attention sur l'accessoire qu'on en oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avions 3 êtres dangereux pour l'équilibre de nos populations, dont 2 qui sont en fin de vie politiquement, qui sont M. Macron et M. Stiermer, qui essayent de se refaire dans, non pas une guerre, mais un maintien de tension avec la Russie qui est contre-productif, plus le casque à pointe, mais lui, je pense que malheureusement, il concentre l'aspect des accès de sa propre population. Donc, lui, c'est un cas à part. Mais le peuple britannique ne veut pas de ça, le peuple français ne veut pas de ça. Le peuple allemand, c'est beaucoup plus... parce qu'aujourd'hui, il y a 2 peuples allemands, hein, donc ça dépend lequel. Mais les Britanniques n'en veulent pas, les Français n'en veulent pas, et il faut qu'ils en rajoutent. Or, nous, on s'est focalisé sur le mouchoir pour une raison qui est simple. Pourquoi, ma chère? Soyons clairs. On va prendre François Mitterrand. Vous auriez vu un mouchoir sur le bureau de François Mitterrand? Tout le monde, mais alors zéro, rien à foutre. 0 soupçon. 0 soupçon, rien. Vous savez pourquoi? Parce que, même s'il avait renoncé à être un chef d'État par lâcheté et par européisme, l'un appelant l'autre, il avait encore les apparences d'un chef d'État, et un chef d'État ne pouvait pas être soupçonné, et un chef d'État, c'est pas votre pote. C'est quelqu'un, vous devez du respect à sa fonction. Ce que vous pensez du personnage vous appartient. Or, et surtout, on s'est dit, c'est François Mitterrand quand même. Il y a des attaques qu'on n'a pas le droit de porter. Le problème, c'est que Emmanuel Macron, ayant avili les mœurs politiques de ce pays, eh bien, il se reprend les deniers de son avilissement en pleine tronche. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que je rappelle que Emmanuel Macron avait joué avec les fameux va me chercher des croissants, vous vous rappelez, c'était les données soi-disant que des Russes avaient pris pendant la campagne, où les équipes de Macron, qui n'avaient que ça à foutre, auraient fait croire que leur patron qu'ils allaient chercher de la cam pour leur patron pour intoxiquer les Russes, qui évidemment, le FSB n'a que ça à foutre, mais vous voyez, quand vous faites ce genre de trucs qui sont des gamineries, la souveraineté étant un truc d'adulte, il n'y a plus de souveraineté, vous redevenez de grands enfants. C'est normal. Eh ben, le problème, c'est que c'est rigolo quand on a 15 ans. Maintenant, ça commence à être lourd, et on se dit, encore 2 ans. Pour revenir à la France, Monsieur Attal a proposé, a une idée, c'est d'interdire le voile en dessous de 15 ans. Très bien. Alors, il a déclaré aux Parisiens « Jamais la stigmatisation d'une partie des Français pour leur religion. Il n'acceptera jamais, voilà. » Tant que ça. Pendant la crise sanitaire, on se rappelle pourtant qu'une partie de la population, à savoir les non-vaccinés,
ça ne le dérangeait pas de les stigmatiser, mais là, apparemment... Oui, mais eux, ça c'est autre chose. Ils n'appartenaient pas à la diversité diversitaire. Oui. Voilà. Donc, si vous voulez, ils n'appartenaient pas à ce que M. Mélenchon appelle la Nouvelle-France, ils n'appartenaient pas à tout ça. Si vous voulez, c'était les anciens ascendants de M. Hollande. Donc, c'est les miens, quoi. Donc, nous, on peut nous faire ce qu'on veut. Hein. Donc, alors, ce qui est bien avec M. Attal, c'est que M. Attal, déjà, pense qu'il pense. C'est déjà beaucoup. Alors déjà, rien qu'avec cette idée faramineuse, nous avons déjà une confirmation. C'est que les idées, c'est pas pour lui. Donc peut-être... Alors je sais que c'est très difficile quand on a été macroniste pratiquant. Hein, mais peut-être qu'il faudrait... comment dire vous savez, quand on a trouvé sa vocation, peut-être faudrait-il se mettre dans une cure de silence. Or, M. Attal a trouvé sa vocation. Sa vocation est simple. La sagesse lui court après. Coup de bol, il la distance encore. Hein, donc, malheureusement, il reste sot jusqu'à preuve du contraire. Et cette idée à la con le prouve. Alors, problème. 3 points. Le droit européen devant lequel M. Attal est une pucelle devant Tokyo Hotel lui interdira de le faire. Donc, comme disait Bossuet, Dieu se moque des hommes qui maudissent les faits dont ils chérissent les causes. Donc, tu ne le feras pas parce que l'état de droit que tu chéris tant te dira non. 2, problème pratique. Comment dévoile-t-on les jeunes filles dans l'espace public? C'est-à-dire que vous allez envoyer nos flics élevés à un code de procédure pénale qui fait plus de 1000 pages, gavés aux droits de l'homme, dire bonjour mademoiselle, est-ce que vous pourriez enlever votre fichu s'il vous plaît, ou je serais contraint de vous l'enlever moi-même, et de vous verbaliser. Alors, la réponse de la jeune fille, je vous la fais en traduit, hein, parce que si vous voulez, je ne parle pas le gangsta de certains quartiers. C'est premièrement, va te faire foutre. Deuxièmement, tu peux me verbaliser, je suis insolvable. Et troisièmement, mes frères arrivent. D'accord? Donc, alors, merci Gabi d'avoir loupé encore une occasion de te taire. Donc, et au passage, stigmatiser les Français, mais tu fais ça depuis que tu existes, mon petit lapin. Donc la seule chose, c'est que tu es là, dans l'optique du rabatteur pour Édouard Philippe, parce que je pense que M. Attal n'y croit plus lui-même. Vous avez des lancers de rabatteurs, d'accord? Dans chaque étage de l'opinion, vous allez assister à ça pendant 2 ans. Alors, au milieu des rabatteurs, vous avez aussi les sortants et les revenants, d'accord? Alors, eux, personne ne les envoie, mais eux, ils ne sont pas lancés, ils se lancent tout seuls. Hein? Bon, Manuel Valls est candidat, si quelqu'un en a quelque chose à foutre, vous pouvez le consigner. Donc, mais par exemple, M. Attal, lui, est là pour rassurer une partie de la droite jupéenne, jupéo-macroniste, immigrationniste, diversitaire, et européiste, mais en même temps de parler un peu à l'ancien électorat laïcard, printemps républicain, vous voyez? C'est-à-dire on veut des immigrés, mais on va les désislamiser. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc M. Attal, lui, c'est son segment. Madame Borne, à qui vous vous rendez compte que nous avions tous oublié son existence avec joie et bonheur, a fait savoir qu'elle était encore en vie. Première mauvaise nouvelle. Et deuxièmement, que l'élection l'intéressait. Deuxième mauvaise nouvelle. Et elle est là pour le volet macroniste boomer, c'est-à-dire macroniste canal historique. C'est-à-dire que vous allez avoir, chacun va ramener son 1,5% pour le candidat du grand gouvernement central dans l'optique de « Make Macron great again »,
derrière la figure d'Édouard Philippe, qui d'ailleurs sort un livre-programme, le prix de nos mensonges, hein, comme quoi Édouard Philippe va nous prouver en un seul coup, un, qu'il ne sait pas écrire, deux, qu'il est nul en maths. Mais le grand problème, pour terminer, c'est que vous n'auriez pas de problème de gamine voilée si vous aviez moins d'immigrés. L'islamisation est une surinfection de la piellée migratoire. D'accord ? Donc, alors, et le problème, c'est que l'immigration est elle-même une surinfection de l'absence de souveraineté. Vous n'avez pas de souveraineté, donc c'est l'UE qui ouvre vos portes et vos fenêtres grandes ouvertes. Les immigrés viennent, vous n'avez pas de préférence nationale, donc vous ne pouvez pas leur refuser des droits qui n'appartiennent que de droit aux Français de souche. Et donc, ils arrivent, ils s'installent, ils font des petits, et comme vous avez dit que la culture française n'existait pas, la nature a horreur du vide, une culture, quoi qu'on pense d'elle, ils en ont une, et ils vous l'imposent. Y compris le voilage de fillettes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc au lieu de faire mumuse à retirer des bouts de fichus, il faut leur dire une vieille parole, un vieux poème d'une partie quand la droite française était un tout petit peu moins conne, hein, donc, un tout petit peu quand même. Hein, elle n'a jamais été beaucoup au-dessus, mais un étage de conneries en dessous. Elle disait « mettez les voiles pour les mettre ». C'est pas plus bête que ça, voilà. Moi, il faut leur dire « vous avez tout à fait le droit, parce que vous avez tout à fait le droit d'être comme vous êtes, mais pas sur nos terres, parce que sur nos terres, il y a des règles. Donc, on va se quitter, bons amis, un ticket d'avion dehors. » Donc, voilà comment un État souverain règle ce type de problème. Et un État qui n'est pas souverain gesticule, et donc, voilà, M. Attal devra trouver le mois prochain un nouvel objet de gesticulation. J'en frémis d'avance. Autre figure intellectuelle, M. Darmanin, ah, oui. qui a dit que ce serait très astucieux de faire disparaître le liquide pour lutter contre le trafic de drogue. Ah, ce serait quand même beaucoup plus astucieux que de faire disparaître Darmanin. Mais bon, alors, vous voyez, ce qui est drôle, c'est que ça manque d'originalité. C'est quand vous connaissez tous leurs tours. Vous voyez, là vous êtes témoin, vous vous rappelez de quand vous étiez petite, de vos premiers spectacles de magie. Donc vous avez le lapin, le chapeau. Bon, en réalité, c'est un double tour que la classe politique vous fait. Le lapin sort du chapeau et le lapin, il re-rentre. Eh bien, M. Darmanin est en train de vous démontrer comment ça marche. Tour numéro 1, vous prenez les déviants, donc ceux qui vendent de la drogue, donc qui pourrissent notre société, et vous sanctionnez tous les autres pour éviter les déviants. Vous voyez ? Ça, c'est la première partie du tour. La deuxième partie du tour, c'est de dire ce qu'ils vous ont dit pendant le Covid. Les détenus n'ont pas à être picousés parce qu'ils ont le droit, comme tout le monde. Donc vous voyez, grattage, tirage, c'est vous la perdante. Vous voyez, le lapin sort du chapeau, le lapin rentre dans le chapeau. C'est exactement la même histoire. Quand ils le veulent, les déviants sont hors de la société, mais pour protéger la société des déviants, au lieu d'écraser les déviants, ce qui serait déjà beaucoup plus facile, on va sanctionner la société. Mais quand ils le veulent, les déviants font partie de la société, ont les mêmes droits que la société, voire même ils en ont plus, parce que comme ils sont déviants, ils sont dans un état de faiblesse ou de minorité, donc ils doivent être protégés. Vous voyez, pile je gagne, face tu perds. Or, le cash est une part de liberté publique. Point, barre, ligne. Et on n'annihile pas les libertés publiques pour des gens qu'on devrait péter en deux. Parce que, je vous le dis tout de suite, oui, la fin du liquide poserait un problème, quelque temps, aux organisations criminelles. Mais déjà, M. Darmanin ne lit même pas les notes qui lui sont faites. Je vais vous raconter une histoire, si vous le permettez, en une minute. Nous sommes au début des années 90, et si mes souvenirs sont bons, c'est le clan Genovese. Comme vous le savez, il y a 5 familles italo-américaines qui tiennent New York. Et nous sommes, pardonnez-moi, au début des années 80.
Et le clan Genovese se dit, ça a l'air vachement bien Wall Street. On est en pleine dérégulation Reagan. Et donc, ils envoient leur consigliere. Le consigliere, donc, c'est le comptable et conseiller d'un don, d'un chef de famille dans la mafia. Il lui dit, voilà, tu vas m'acheter les meilleurs matheux du MIT que tu vas trouver. Il se pointe, il achète, il prend, je crois, 4-5 mecs. Jean-François Guéraud le raconterait en détail. Il a fait une des œuvres remarquables sur ce point-là. Et donc, il revient et il commence à investir dans la bourse. Il dote d'appareils de trading, ce qu'on appelait des Game Boy à l'époque. Aujourd'hui, c'est des algorithmes qui le font. Et dans le mois qui a suivi, les 4 autres familles avaient leurs investissements. Pourquoi ? Parce qu'un groupe criminel, par nature, a une facilité que l'entrepreneur n'a pas. L'entrepreneur doit avoir du temps, parce qu'il a besoin d'autorisation administrative, etc. L'organisation criminelle, le lundi, elle dit « je veux faire de la cam » ou « je veux faire de la criminalité financière ». Le vendredi, tout est prêt. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous croyez, parce que tout simplement, vous n'avez pas travaillé. Jusque-là, Gérard Darmanin est égal à lui-même. Donc, moi, si vous voulez, l'avantage avec ce type de mec, c'est quand il dit quelque chose d'intelligent, c'est là où je m'angoisse. Parce que tout de suite, je regarde derrière son épaule pour savoir qui est... Non, mais surtout, à chaque fois qu'il balance un truc intelligent, vous regardez bien derrière lui au cas où il n'y aurait pas quelqu'un. Ah oui. Parce que là, d'un seul coup, vous prenez peur. Après, les lois de la statistique font que toute horloge cassée donne l'heure 2 fois par jour. Or, comme il n'a pas lu les fiches qu'il a fait, il ne se rend pas compte que les mafias sont justement les organismes qui peuvent survivre à la fin du cash par nature. La fin du cash, ça brise les petits. Alors, soit M. Darmanin est stupide, ce que je n'exclus pas, soit M. Darmanin est pervers, ce que j'exclus encore moins, soit M. Darmanin est les deux, ce que je ne saurais exclure complètement. Donc, le problème, c'est que ça, quand vous faites ça, vous visez les faibles. Vous visez, vous visez le pauvre maçon qui s'est fait 200 € au black. Voilà qui vous visez. Or, vous voulez étrangler des gens qui sont déjà au sol, c'est-à-dire les gens que l'État, par nature, doit protéger. Oui, et puis c'est un contrôle social. Là, par exemple, on voit un retour d'un variant Covid. Qu'est-ce qui nous dit que... Vous venez de prononcer le mot. Je vais vous choquer. Je suis partisan du crédit social. Mais je vais vous dire pourquoi. Je suis partisan du crédit social comme sanction. C'est-à-dire que quand vous êtes quelqu'un qui vivait comme un parasite au détriment de la société, la société doit pouvoir vous dire « tu as coupé les liens entre toi et moi, sauf le lien de pognon qui fait que tu me pompes. » Ça ne va pas se passer comme ça. Mais par contre, jamais de société sociale dans une société libre. C'est fait à l'égard d'une sanction sociale, d'accord, si vous le souhaitez. Ça s'adapte. Je vais vous donner un exemple tout bête. Il est tout à fait normal, mettons un délinquant. Appelons-le Alexandre Victor ou Mouloud, il peut s'appeler les deux. Il est spécialisé de l'agression de gens dans des bus. Il est tout à fait normal que lui, ses traits, soient dans un système de reconnaissance faciale et que dès qu'il s'approche d'un bus, c'est stop. T'iras pas plus loin. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand ton comportement se sera amendé, on verra. Sinon, tu te casses. Pour la plupart, ils devraient se barrer. Mais, vous voyez, moi, je conçois le crédit social, d'ailleurs, comme une partie des pays asiatiques le voit, comme une sanction et non comme un mode de gouvernement. Si on enlève la liberté à nos peuples, on les tue. Nous, notre idéal politique s'est fait ces derniers 25 siècles là-dessus. Or, comme ils ne savent plus gouverner, ils administrent. Et ça, c'est une posture d'administration de contrôle. C'est-à-dire que vous êtes dans une espèce de parc humain et vous êtes le gauleiter des moutons. 1, ça ne marchera pas. 2, ça veut dire qu'ils n'ont toujours rien appris, rien compris. Ça veut dire que nécessairement dans ce type de domination, car ce n'est pas un type de gouvernement, ce n'est pas un type de gouvernement et ce n'est pas un type de souveraineté, c'est un type de domination. C'est-à-dire que là, vous avouez que vous n'êtes pas un gouvernement. Eh bien, le carburant social ne peut pas être ni le civisme,
société de liberté républicaine, ni la concorde, société, comment dire, familiale, un peu comme les sociétés du sud-est asiatique, où l'idéal, si vous voulez, du père de famille est supérieur à l'idéal du grand citoyen. Si vous voulez, c'est un autre mode d'organisation politique fondé plus sur l'idée de la concorde que sur la liberté. Mais c'est remarquable comme système social, ça a donné de très beaux fruits. Mais et là, pour le coup, le carburant social, c'est la concorde. Vous, le carburant social, ce sera la peur. Parce que dans une société de contrôle, le seul carburant social possible, c'est la peur. C'est-à-dire que vous devez trouver un élément de trouille toutes les 3 semaines. Alors heureusement, on a les éléments de trouille structurants. Ils ont encore violé une gamine, ils ont égorgé quelqu'un, un camion de la paix a renversé des gens, etc., etc. Bon, très bien. Mais là, par exemple, le coup du variant Covid, c'est, au fait, vous n'avez pas eu de trouille depuis trop longtemps, n'oubliez pas que le virus vous tuera si vous prenez votre café en terrasse. Donc, Ah si, il faut, je sais plus, il fallait pas être debout, je crois, il fallait être assis. Le virus est indolore au-dessous d'1,50 m, mortel Voilà. au-delà. Et ce qui veut dire quand même que c'est vachement intelligent, ces petites bêtes-là. Hein. Mais, vous voyez, et il est normal que les sociétés occidentales crèvent. Elles ont carburé à la liberté avec des formes dures. Hein. Je n'en disconviens pas. Le problème, c'est que les formes dures ont aussi fait des hommes solides. Pendant 25 siècles, et vous les faites carburer à la trouille. Alors ça a été la trouille des Popov, pendant toute la guerre froide. Tous les soirs à 20h. Ensuite, ça a été la trouille de Mokhtar armé comme un jardinier. Puis ensuite, la trouille de l'Asie. La retrouille des Popov. Parce que l'avantage des Popov, c'est que ça peut servir. La trouille du virus. La trouille de la trouille. Donc, à un moment, si nous voulons redevenir des communautés politiques, on ne peut pas carburer à la peur. Il y a eu des peuples qui ont fait ça. Si vous voulez, c'est tout le système des tyrannies orientales. C'était beaucoup plus complexe que ça, contrairement à l'image que nous en avions en termes d'administration de la peur. Deuxièmement, souvent, ça s'est cassé la gueule. Parce que les êtres humains ne sont pas faits pour être des stimuli de peur, si vous voulez. Nous avons une caste, Paul-Antoine Martin en parle très très bien quand il parle de la caste des pervers, parce que ce sont des gens qui agissent exactement comme les gens qui élèvent des animaux pour les battre. C'est-à-dire qu'ils attendent des stimuli de soumission et de peur, mais on ne gouverne pas les hommes comme ça. Enfin, si vous voulez, c'est des manières de tyran, c'est une figure dans notre culture. Hein. Et ça se termine toujours mal, y compris pour eux. Un moment, un peu de culture classique pourrait sauver des vies, y compris les leurs. Justement, l'OMS a fait passer la loi sur les pandémies. Donc ça veut dire que maintenant, tous les pays de l'Europe, s'il y a une pandémie, enfin en tout cas ce qu'ils jugent être une pandémie, voilà, et là, comme par hasard, on voit l'arrivée d'un nouveau variant. Oh, bah tiens. Qui résiste, bien sûr, il faut refaire un vaccin, hein, parce que toutes les doses, bien sûr, ne servent plus pour ce nouveau variant. Il y a toujours un petit biais à se faire. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir, par exemple, je ne sais pas, un nouveau confinement, des nouveaux passes ? Non. Je pense qu'ils ont... Là encore, on ne fait pas 2 fois le même tour. Et s'il y a bien une chose dans laquelle j'ai confiance, non dans l'OMS, mais dans la Fondation Gates, hein, parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, les États-Unis s'étant retirés, quel est le principal bailleur de fonds de l'OMS ? Bill Gates. La Fondation Gates. La Fondation Bill et Melinda Gates. Et malheureusement, j'ai mauvais esprit, ce qui n'est pas pour rien dans le fait d'avoir le plaisir de votre compagnie. Et je crois dans les pas du grand Bonaparte que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Donc, je suis, comment dire, je ne suis même pas surpris. Je dis juste que ils n'ont rien appris, rien compris, justement parce que là, vous êtes au cœur de ce que le mondialisme a toujours été. C'est-à-dire une entreprise de domination politique à vocation avant tout de rapine, puisque, je vous le dis tout de suite, hein, la Fondation Bill et Melinda Gates n'investissent pas dans la santé par philanthropisme, ils investissent dans la santé pour 2 raisons. 1,
ils veulent Contrôler. hybrider la frontière entre le médicament et le vaccin pour avoir quelque chose qui a le coût d'un vaccin et la périodicité d'un médicament. Or, un vrai vaccin, vous ne devez l'avoir qu'une à 2 fois dans votre vie. Si vous voulez, sinon, vous êtes dans des systèmes vaccins pour la grippe, c'est-à-dire, on vous vaccine pour le virus de l'année précédente en espérant que ça marche pour l'année suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas tout à fait ça. On vous vaccine pour un medley de différents virus types et on espère que ça marche. C'est un taux d'échec qui est quand même de près de la moitié. D'accord? Donc, un vrai vaccin, pour le tétanos, etc., vous l'avez une fois dans votre vie, 2 fois en cas d'accident, et c'est sur des maladies qui se sont stabilisées, qui sont génétiquement stables, ce qui est le cas du tétanos, par exemple. Or, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'ils veulent hybrider ces 2 réalités tout simplement pour des faits strictement mercantiles. 1. Et 2, nous sommes d'accord qu'un tel traitement de la santé à l'échelle internationale va demander des traitements de données gigantesques. À qui allez-vous les confier? À Microsoft. Vous savez ce qui est bien avec la générosité? C'est de débuter par soi-même. C'est ça qui est bien. Avilissement anthropologique dans un but de domination politique dont la fin des fins est tout simplement une vaste escroquerie. Bon, mais qu'ils le fassent. C'est un monde qui se termine. Vous savez, les Russes vont bien comprendre ce que je vais dire. Vous savez ce qu'ils sont profondément? Ils sont ce qu'on appelle des boyards. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'était dans l'histoire de la Russie? Des pilleurs, des seigneurs du pillage, des boyards. Donc, ils sont en réalité les gens qui pillent un système qui décline, qui est le système qu'ils ont créé. Mais c'est tout à fait normal. Nous sommes à la fin d'une période de mondialisation. Les prédateurs se bouffent entre eux, parce que les parts du gâteau ont tendance, et malheureusement, alors certes, ça va être douloureux pour les peuples, jusqu'à ce que les États reprennent la main. Et ensuite, tout ce brave petit monde fera comme à chaque phase de mondialisation, c'est-à-dire que les plus malins vont se taper les plus petits, et les autres ce sera celui qui courra plus vite que l'État. C'est aussi simple que ça. Je pense que, si vous voulez, c'est un traité léonin ou scélérat. Tout ça, le droit international nous a donné par la Convention de Vienne sur le droit des traités tous les moyens de rejeter ça à une arrivée de pouvoir. Voilà, tout ça est avant tout une perte d'argent, de temps et de matériel humain. C'est triste, mais ce n'est pas irrémédiable. Autre grand sujet, la loi sur l'euthanasie. On a vu que la fin de vie... alors, c'est encore délirant, excusez-moi, mais ça doit être qualifié comme mort naturelle. Quelqu'un qui essayerait de faire changer d'avis la personne risque 1 an de prison, je crois, et 30 000 € d'amende. Est-ce que les associations, je ne sais pas, de type SOS Amitié vont être complotistes ou terroristes après cette loi? Qu'est-ce que vous en pensez Alors, si vous voulez, comme vous le savez, avec mes équipes, on fait ce qu'on appelle le grand entretien une fois par mois, où on essaie d'aller dans le détail de ces choses. Je suis allé dans le détail du projet. Donc, si vous voulez, ça tombe bien, parce que vous m'interrogez sur le point le plus récent, ce qui me permet de faire un complément, tout en renvoyant, parce que l'explication est assez longue, si je peux me permettre, nos auditeurs à la vidéo en question. C'est le point de « vous avez le droit de vanter la mort, vous n'avez pas le droit de mettre les gens en garde ». Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un cas d'euthanasie il y a quelques semaines qui s'est mal passé, c'est-à-dire que la dose injectée n'a pas été suffisante et donc on a terminé la patiente avec un oreiller. Je ne vous fais pas un dessin. Le fait de le dire à un patient, de dire si ça peut rater, alors vous me direz, c'est fait pour tuer. Alors je ne sais pas ce qui avait été injecté, mais admettons que ce soit du cyanure de potassium, ce qui est le plus efficace pour tuer quelqu'un. Théoriquement, on ne vous loupe pas au cyanure de potassium, le problème c'est qu'un raté est toujours possible.
Et donc, le médecin euthanasiant s'est dit, qu'est-ce que je fais? Mais il a fini avec un oreiller. Ce qui devient un meurtre actif. Hein. À un moment, ou alors rien ne vaut rien. Enfin, moi, je veux bien. Le problème, c'est que la loi Leonetti suffit, et surtout, il faut laisser, dans un dialogue famille-médecin, potentiellement revu par un juge a posteriori. Mais les médecins, je l'explique en détail, donc là j'y renvoie, mais sur ce point-là précis, si vous faites un délit d'entrave, eh bien vous devez faire... Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous interposer face à quelqu'un qui peut avoir aussi l'illusion de vouloir mourir. Même les déficients intellectuels, oui. Oui, donc maintenant les déficients intellectuels, et l'étape d'après, c'est les enfants. Et donc on va avoir des flopées d'ados dépressifs, hein, parce que c'est normal dans une société pourrie, à 14 ans, d'être dépressif. C'est normal. Vous voulez qu'ils aillent mieux? Évitez de les faire vivre dans les ordures. Je crois qu'il y en a un qui s'est jeté du toit de l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il y a quelques semaines. De toute façon, vous savez, vu ce qui circule, peut-être avait-il des hallucinations, vu qu'a priori, maintenant, maintenant, même les riches ont leur colline du crack. Or, le problème, c'est que vous voyez, l'intention de cette loi, elle est totalement transparente, c'est-à-dire de légaliser la société des hommes en trop. À titre personnel... Des inutiles. Bien sûr, mais à titre personnel, quand Emmanuel Macron a été réélu, c'est drôle, c'est comme ça que j'avais réagi, j'ai dit, vous allez revoir la dette, et qui dit la dette dit l'euthanasie. Les gens ne faisaient absolument pas le lien à l'époque, ce qui est normal. Parce que quand on vous martèle que la dette, ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes en trop. Et mécaniquement, vous allez arriver, avec la meilleure volonté du monde, à les tuer, d'une manière ou d'une autre. Vous allez les débrancher, vous allez les tuer socialement, et puis si ce n'est pas assez, alors évidemment, vous allez prendre un problème qui est réel, mais qui est déjà réglé. Je rappelle que dans la loi de Leonetti, il y a la sédation profonde continue, d'accord? Je rappelle que de toute l'histoire des hommes, des médecins ont dû, particulièrement sur des théâtres d'opération, commettre ce geste. Mais ça se fait... Puis il y a aussi le décret Rivotril pendant la crise sanitaire. Alors, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que mettre fin aux souffrances de quelqu'un est quelque chose qui se passe entre le patient, le médecin et sa famille. La famille du patient, bien sûr. L'État, dans sa majesté, n'a pas à s'occuper de ça. C'est tout simplement de donner pour la Macronie à une partie parmi les plus idéologisées, les plus déviantes qu'il reste de ce pouvoir, à toute l'équipe de dingos qui tourne autour du droit humain, parce que ça, malheureusement, pour une fois, les délires de certains complotistes vont être récompensés. Pour une fois, oui, il y a une importance maçonnique sur ce dossier-là, puisque les hommes du droit humain la revendiquent, là, pour le coup, ils n'ont pas tout à fait tort. Je pense qu'ils rendent un très mauvais service à leur ordre, mais ça, c'est une affaire personnelle. Et malheureusement, en face, vous avez une droite qui est totalement paralysée. Pourquoi? Parce qu'elle a cru au discours de la dette. Elle a cru au discours des hommes en trop. Alors il dit, mais attendez, vous n'êtes pas responsable, vous dites bien qu'ils sont en trop, vous nous empêchez de les tuer. Est-ce que les soins palliatifs vont être réservés aux riches? Mais de toute façon, c'est très simple. Vu que la mort va devenir un acte de soin, on va vous évaluer. Je vous rappelle que ces actes d'évaluation existent déjà. Vous savez, à la fin des années 80, un des prix Nobel de ce qu'on a appelé la vague néolibérale des prix Nobel, vous savez qu'il y a une particularité du prix Nobel d'économie, mais je ne vais pas entrer dans les détails, mais donc équivalent prix Nobel d'économie, avait calculé le prix d'une vie humaine. C'est-à-dire selon vous, votre âge, votre état de santé, la manière dont vous vous occupez de vous, quel était le prix de votre vie.
votre extraction sociale, vos espérances de revenus. Mhm. Alors vous me direz, quel intérêt, c'est dégueulasse. Bah, quel intérêt, mais pour les compagnies d'assurance, très cher. Pour calculer votre police d'assurance par rapport à ce que vous allez pouvoir. Et d'ailleurs, ces calculs sont utilisés tous les jours. Mhm. Et donc nous savons combien vaut une vie humaine et que si la mort devient un soin, eh bien tout simplement, il sera proposé comme soin primordial aux gens qui seront les surnuméraires. Mhm. Vous savez, historiquement, même si Sparte fut grande, elle fut un régime euthanasiant, et elle inaugura malheureusement ce qui est une loi historique dont je n'ai pas réussi à trouver d'exception, c'est que tout régime euthanasiant de masse termine par liquider non pas uniquement les souffrants, mais des gammes entières de population. L'exemple le plus caricatural étant l'exemple du pan-germanisme allemand, bien sûr. Hitler avait proposé d'ailleurs, c'était pas la mort miséricordieuse en 1939 ? Si, c'était quelque chose de ce goût-là. Alors, il est évident que vous allez, là pour le coup, je dis ça au cas où quelqu'un chez McKinsey voudrait faire encore un petit billet, on ne sait jamais. Là pour le coup, il va avoir besoin de conseillers en com, hein, parce que si vous voulez érotiser une seringue de cyanure de potassium, c'est un métier. Alors concernant les futures élections présidentielles, j'ai vu une autre figure intellectuelle, j'ose dire, Nathalie Loiseau, qui a dit que... Vous avez des lettres, ma chère. Toujours un plaisir de parler avec vous. Qui a dit que la France était le deuxième pays le plus ciblé par les ingérences russes et que sûrement la Russie va viser les élections de 2027. Les Russes ont que ça à faire. Vous savez, je vais reprendre un exemple que j'avais déjà nommé, qui avait fait beaucoup rire, mais qui est malheureusement vrai. Je vous rappelle que les pannes de réseau... Je ne dis pas que la cyberguerre est un vrai dossier et il y a de vraies cyberattaques. Je dis juste que beaucoup des pannes de nos réseaux sont des pannes mécaniques. Vous savez, à une époque, les États-Unis avaient chiffré, nous sommes à la fin de l'ère Obama et à l'ère Trump 1, avaient chiffré les fameuses attaques en question. Et en réalité, on s'est rendu compte que les écureuils et les opossums, en détruisant les câbles, avaient certainement fait plus de mal que le FSB. Donc, tic et tac 1, Vladimir 0. Et admettons, il y aura des cyberguerres majeures, oui, puisque vous prenez le contrôle d'infrastructures sensibles et vous pouvez, par exemple, faire en sorte de faire dérailler des trains. Théoriquement, tout ceci est tout à fait possible et c'est un vrai sujet. Et c'est d'autant plus un vrai sujet que, comme tout vrai sujet, il est impropre à la parole de Nathalie Loiseau. Donc la première marque de respect que Nathalie Loiseau doit à un sujet sérieux, c'est de la fermer. D'accord ? Parce que Nathalie Loiseau elle-même n'est pas un sujet sérieux. Or, la Russie, premièrement, la France a de véritables écoles de hackers. Nous en parlons peu, mais nous sommes redoutables de ce point de vue-là, mais depuis toujours. Hein. Et deuxièmement, la Russie n'a pas de raison particulière. Si vous voulez, la Russie n'est pas dans un état de guerre majeure avec nous. Un moment, stop. Là encore, si vous voulez, là c'est un conflit qui est dans la tête des gens. La seule chose que nous avons à faire, c'est retrouver le sens de la défense française. Et vous savez ce que c'est la défense française ? Il y avait deux mots pour la définir, c'était tous azimuts. C'est M. Chirac qui a mis fin à ça, l'un des multiples actes de trahison du personnage. Vous savez ce que ça veut dire, tous azimuts ? Ça veut dire que la France n'a pas d'amis. Et donc qu'elle est prête à se battre contre tous. Aujourd'hui, nous n'avons pas une défense tous azimuts. Et comme nous n'avons pas une défense tous azimuts, nous ciblons certains pays que nous pensons être des ennemis potentiels et nous sous-estimons de véritables menaces. Vous voyez ? Et c'est ce qu'on nous raconte avec les conneries sur la Russie. La Russie est un adversaire de la France comme d'autres. Un État, ça n'a pas d'amis. Comme d'autres. Le problème, c'est que là, nous focalisons, alors que nos ennemis économiques sont tous à l'intérieur de l'Europe, certains à nos frontières immédiates. Nos ennemis sécuritaires sont à nos frontières immédiates. Je vous rappelle que la France
et sera bientôt encerclé par 3 narco-États, hein, la Catalogne, les Pays-Bas et la Belgique. Et nos ennemis politiques sont tout autour de nous, et nos ennemis militaires, nous n'en avons quasiment pas. Mais par contre, nous devons être prêts à affronter n'importe qui. Alors d'ailleurs, en parlant de ce conflit, Trump a récemment dit que Poutine était devenu fou. Qu'est-ce que vous pensez de la suite je pense 2 choses. Soit les négociations échouent et soit quelqu'un les fait échouer pour que Donald Trump retourne à une position américaine classique, ce qui équivaudrait pour lui à se tirer une balle dans le pied. Je pense tout simplement, et ça avait été très bien dit par Régis Le Sommier, qu'il y a un truc évident entre les 2 personnages, qu'ils n'ont pas le même rapport au temps. Vladimir Poutine doit faire vivre un système qui sera là après lui, qui est le système russe. Donald Trump joue les élections de mi-mandat dans 18 mois. Qu'est-ce que je raconte? Dans 1 an et demi à peine. À peine. Vous voyez? Ils n'ont pas le même rapport au temps, et donc Vladimir Poutine gagne du temps parce que pendant ce temps-là, son armée avance. Donc il maximise son avantage. Et Donald Trump veut se débarrasser du bâton merdeux. Ce en quoi il a tout à fait raison. Mais il se heurte à la fois à une intransigeance russe qui est peut-être pas excusable, mais qui est logique, et aux subtilités de l'échiquier interne de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'un Zelensky qui ne voulait pas partir pour des raisons financières et pécuniaires il y a 1 an, aujourd'hui aimerait bien partir et aimerait bien négocier, mais n'en a plus les moyens. Tout simplement parce qu'il est entouré de gens qui seraient tout à fait capables de lui offrir une sortie de scène qui équivaudrait à une sortie de course. Si vous voyez ce que je veux dire. On a des moyens, là pour le coup, on n'est pas en régime euthanasiant, mais on a une manière très exotique de terminer sa vie. Pour conclure, je voulais voir avec vous plusieurs choses de l'actualité en France. J'ai vu une femme qui avait eu une amende pour avoir porté une plante un peu trop grande dans le métro. J'ai vu aussi le passe canin. Pardon? Le passe canin. Le passe canin. Pardonnez-moi, je manque de culture. Si votre chien fait un excrément dans la rue, on pourra vous retrouver, les policiers vont venir et vont faire un test, un test ADN sur l'excrément. Ah oui, d'accord, c'est ce qu'on pourrait... D'ailleurs, je pense qu'il faudrait il faut rendre hommage à l'homme qui a certainement joué un rôle prépondérant dans la création de cette merveille de civilisation. Je propose de l'appeler le passe Ménard, puisque je crois que c'est le fameux Bob Ménard, vous savez, le Ceausescu de Béziers, qui avait eu cette idée à ras de caniveau extraordinaire. Le problème, c'est est-ce que ça s'adapte à toutes les races de chiens? Alors écoutez, apparemment. Et j'ai vu aussi passer... Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas laisser gambader Christophe Barbier gentiment dans la rue? Non. C'est dégueulasse. Donc? Non. Et bon, sachant qu'il y a aussi des individus surtout qu'il a tendance à faire un peu partout. Vous avez, vous avez le concentré de tomates de ce qui reste de l'élite française. C'est-à-dire que je vous rappelle que nous avons eu dans les épreuves qui ont inclus des nages dans la Seine, nous avons eu plusieurs coureurs étrangers qui ont été très sérieusement malades. D'accord ? Donc c'est-à-dire que nous ne sommes... Alors, le résultat final, il faut être honnête, n'a pas été aussi catastrophique que ce que à titre personnel. Mais je sais aussi qu'il n'a pas été aussi catastrophique pour une raison, c'est que les spécialistes, et deux, que les spécialistes de sécurité intérieure, et je pense à quelqu'un à qui il faut rendre hommage parce qu'on lui a beaucoup critiqué, mais qui est Alain Boer, qui ont hurlé après cette cérémonie, ont fait que cette cérémonie s'est bien passée. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils l'ont entièrement changé par rapport à leur premier plan. Leur premier plan était des trucs qui relevaient du délire. Or, aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, c'était
un mirage qui nous a coûté un bras, encore un coup, et sincèrement, je suis, comment dire, aujourd'hui je suis même plus certain qu'il faille maintenir, de toute façon le premier c'était Chirac et c'était une mauvaise idée, qu'il faille maintenir un maire à Paris. C'est-à-dire que pour moi, il faut que l'État administre la capitale. Là, on ne peut pas faire de Paris un trou béant, inesthétique. C'était quand même l'une des plus belles villes au monde, hein. Et elle l'est encore en bonne partie. Tout simplement parce que la France fait des chèques sur des siècles de grandeur. Mais les petits mecs doivent être arrêtés, coûte que coûte, et je pense sincèrement qu'aucun maire ne le fera. Alors, alors après on peut me dire oui mais si, Rachida Dati, écoutez, on a les Jeanne d'Arc qu'on peut, mais à titre personnel, je ne suis pas certain que Rachida Dati ait meilleur goût que Anne Hidalgo. Elle n'aura pas pire. Non, parce que bon, à un moment, vous savez, quand on veut forer à cette profondeur-là, il faut du matériel quand même. Mais à un moment, je pense que même la structure même du maire de Paris est peut-être une erreur. Nous avons recréé des féodaux à travers les maires de grandes villes, et je pense sincèrement qu'il faut arrêter les délires en termes de finances publiques locales, et c'est théoriquement le rôle des préfets. Car je rappelle que s'il y a un problème de dépenses publiques en France, qui n'est pas le problème majeur de l'économie française, il porte un nom, il s'appelle l'euro. Tant qu'on n'a pas vu l'éléphant au milieu du salon, on n'a rien vu. Mais s'il y a des excès de dépenses publiques, c'est jamais l'État qui les fait. L'État, le problème, désinvestit dans l'économie en France. C'est les collectivités locales, avec des primes de sourire, des machins, des trucs qui sont du clientélisme électoral. Anne Hidalgo là-dessus est la parfaite fille de Bertrand Delanoë, qui était lui-même le parfait fils de Chirac. Donc à un moment, il va falloir arrêter la gabegie. Alors vous me direz, c'est un processus de métropolisation, toutes les métropoles au monde sont mal gérées. C'est certainement vrai, mais je préfère être mal géré comme les Tokyo que mal géré comme l'élevage de rats autour de l'ancienne butte du Crac. Voilà. À tout prendre, je préfère être mal géré, comme ça. Voyez. Là, on est mal géré, c'est laid, c'est crade. On va peut-être éviter. Voyez. Est-ce que vous avez une actualité dont Alors, j'invite tous nos amis d'Omerta à venir. Le 28 juin, il y a un salon du livre alternatif au 10 rue Croix des Petits Champs de 11h du matin à 19h. Donc vous pouvez venir en famille. Vous avez déjà une quinzaine d'auteurs présents, dont Christian Combas, Pierre Jovanovic, moi-même, Romain Bessonnet et beaucoup d'autres auteurs. Vous pouvez venir quand vous voulez dans la journée. C'est aussi une journée d'amitié française autour d'un verre et autour de bons auteurs. Ce sera l'avant-dernière réunion du cercle avant notre dernière conférence qui est le premier lundi de juillet. Et ensuite, bien évidemment, la chaîne continue et je vous invite à vous y abonner et à suivre également Omerta, vu que je pense que vous n'allez pas trop chômer cet été non plus. Écoutez, merci beaucoup pour ce nouvel entretien encore très intéressant. Merci à tous et on se retrouve très vite sur Omerta.